18 septembre 2019, dans les coulisses d'une salle de concert mythique de Montréal. C'est le top départ d'une nouvelle tournée mondiale pour Céline Dion. La première depuis le décès de son mari, mentor et manager René Angélil. Désormais seule pour élever ses 3 enfants, diriger sa carrière et gérer son empire, à 51 ans, Céline Dion offre ce soir-là une véritable démonstration de courage, d'énergie. Et elle inonde de son talent les fans du monde entier venus la célébrer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime. En deuil depuis 3 ans, certains l'attendaient au plus bas. Pourtant, aucun doute, la Québécoise brille toujours au firmament. Une éternité. Et son message est sans ambiguïté. I'm alive. Je suis vivante, plus vivante que jamais. Après 40 ans d'une carrière exceptionnelle, sans aucune fausse note. C'est un instrument de musique extraordinaire, Céline. On a une base qui est qu'elle a une voix hors norme, elle a une voix exceptionnelle. Elle vient de sa petite campagne, elle vient d'une famille très nombreuse qui n'a pas beaucoup d'argent, et puis elle a ce talent, elle a cette voix, cette golden voice. Une voix unique et 27 albums studio lui ont permis de se hisser tout en haut du panthéon de la chanson. Résultat, près de 250 millions de disques vendus. C'est évidemment une immense star mondiale, et comme il y en a très peu. On est vraiment dans la star ultime, là. Et pas une star comme ça qui passe, une star qui s'installe sur la longueur, et une star qui, en fait, est en train de devenir une légende. Et à chaque fois que je pouvais faire quelque chose, j'y mettais tout. Une légende qui est aussi l'histoire d'un incroyable duo. Céline et son manager et époux, René Angélil. Ils ont su franchir tous les obstacles pour se hisser au firmament. Il y a eu le travail extraordinaire de René Angélil parce qu'il a senti le diamant, enfin il a vu le diamant, mais il fallait travailler pour que ça saute aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Évidemment qu'elle a eu des compositeurs qui ont fait des chansons magnifiques, mais si, avant tout ça, René n'y avait pas cru, il n'y aurait jamais eu la carrière de Céline Dion qu'on connaît aujourd'hui. Si elle n'avait pas eu René Angélil sur son chemin, elle serait chanteuse sur des petites scènes ici au Québec. Pourtant, leur histoire d'amour aurait pu ne jamais voir le jour. Mais Thérèse, elle a compris, mais elle a compris que sa petite est en train de tomber, dit-elle, dans les griffes du manager. Elle a essayé d'empêcher cette relation. Elle ne voyait pas d'un bon œil que sa fille tombe amoureuse d'un homme qui avait quasiment son âge. Comment cette artiste partie de rien s'est-elle imposée au point d'être gravée à jamais dans l'histoire de la musique ? Que Céline Dion soit parvenue à émerger comme une des plus grandes stars américaines, ça montre la prouesse de sa carrière. Elle est partie de rien du tout. Franchement, c'était pas gagné. Et on voit le résultat extraordinaire, mais c'est du travail de fond, mais fait d'une manière humaine. Céline Dion, elle a une hygiène de vie irréprochable, ce qui lui a permis de maintenir cette voix exceptionnelle qu'on connaît tous et qui fait son succès. Grâce au témoignage de celui qui a lancé son histoire d'amour avec la France, J'ai jamais vu une discipline pareille. J'ai jamais vu ça. C'est de l'acier trempé. C'est de l'acier trempé. C'est quelqu'un qui résiste à tout. et de ceux qui ont travaillé avec elle,
On me posait la question pour qui voudriez-vous écrire? Je répondais pour Céline Dion. Vous découvrirez les secrets de ses plus grands succès. Ne vous inquiétez pas, si All by Myself vous semble des prouesses vocales qui ne vous conviennent plus, il se trouve que Whitney Houston est en train d'enregistrer au studio voisin. C'était une maquette, elle a dit bon je le fais comme ça pour montrer à René que ça marchera pas, que c'est pas génial. Elle a fait une seule prise, c'est-à-dire que la chanson qu'on connaît, c'est la seule et unique fois elle l'a chantée quand elle est entrée en studio. Elle est repartie et on connaît la suite. C'est une réussite hors norme, hors norme. Je crois qu'il y a elle et les autres. Vous allez découvrir la vie incroyable de Céline Dion, le parcours hors du commun d'une petite Québécoise, parvenue à se hisser au panthéon de la musique mondiale. Bonsoir à tous. Déjà 40 ans de carrière, 250 millions d'albums vendus, des récompenses par dizaines, des Oscars, des Grammy Awards et des victoires de la musique. On parle évidemment de Céline Dion, l'artiste de tous les superlatifs et la chanteuse francophone la plus populaire au monde. Mais quel secret son incroyable destin cache-t-il? Comment cette petite fille, issue d'une famille très modeste de 14 enfants, a-t-elle conquis le monde? Et comment s'est-elle reconstruite après la mort de René Angélil, son mari, son mentor? Pour le découvrir, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui la connaissent le mieux. Et grâce à leurs anecdotes et à leurs confidences, vous découvrirez tous ses secrets. De ses premiers pas dans la chanson jusqu'à sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman, puis son triomphe à Las Vegas, sans oublier son incroyable histoire d'amour avec René. Tous lèveront le voile sur les facettes méconnues de Céline Dion. Une travailleuse acharnée, une femme d'affaires accomplie, mais aussi une femme pleine d'humour, capable de toutes les facéties. Céline Dion, une voix, un destin, c'est un documentaire de Marc-André Bouquin. Le destin et la carrière de Céline Dion sont si romanesques que le cinéma s'en est même emparé. Fin 2021, la réalisatrice Valérie Lemercier lui consacre un biopic avec le film événement Aline. Ça n'a pas de bon sens, Aline. On peut se trouver beaucoup mieux que ça. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Il est pourtant très rare qu'un film retrace la vie d'un artiste de son vivant. Mais Céline Dion n'est vraiment pas une star comme les autres. Je reviens sur le souffle ou je compte? Là, bien dans le souffle, là. C'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu sexy. Il fait pas comment. Novembre 1994. Moment d'intimité entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion dans un studio d'enregistrement parisien. Ce jour-là, il dévoile les accords d'une chanson qu'il vient de lui écrire. Un hymne à l'amour qui s'inspire de son idylle avec René Angélil. L'homme qu'il a découvert 13 ans plus tôt et qui partage sa vie. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres fantasient. Je ne suis pas les autres. Pour que tu m'aimes encore, des paroles et une mélodie taillée sur mesure qui permettront à Céline Dion de conquérir le cœur de tous les Français et d'accéder au rang de superstar. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Un tube né d'une alchimie parfaite entre la voix unique de la chanteuse canadienne et le génie visionnaire de l'un des compositeurs les plus talentueux de la chanson française. À
À l'époque, Jean-Jacques Goldman, c'est la star de la variété. Il enchaîne les succès et compose pour les plus grands. Pourtant, c'est la petite chanteuse québécoise qui le fascine. Tombé sous le charme, il rêve secrètement d'écrire pour elle. En gros, Goldman a fait un album pour Johnny dans les années 80 qui a été énorme. Et Goldman trouve que cette fille, elle a un truc à part, en fait. Et il rêve d'une Barbara Streisand qui chanterait en français. Et hop, il y a Céline Dion. Donc là, ça commence à être intéressant. Et donc, pour lui, c'était l'interprète qu'il fallait qu'il ait, quoi, au niveau féminin. J'avais l'impression de savoir ce qu'il lui fallait et de pouvoir l'aider. Et moi, j'avais pas 36 interprètes pour des chansons comme ça. J'avais envie d'écrire pour une voix comme ça. Pour convaincre Céline Dion de collaborer avec lui, le 27 janvier 1994, il l'invite à Paris pour partager la scène. Tout est neuf et tout est sauvage. Au concert des Enfoirés. Il y a des tempêtes et des naufrages. Au début des années 90, Céline, c'est un style vocal tout en puissance et en performance. Je te veux ma ripère, et toi tu rêves de partir. Ce style a permis à la chanteuse à voix de gravir les marches du succès. Pourtant, Jean-Jacques Goldman a une idée insolite pour l'emmener vers les plus hauts sommets. Le soir même, il confie son idée à René et Céline d'écrire un album. Et pour l'interpréter, elle devra changer totalement de technique vocale. Un immense pari. Il se retrouve dans un studio d'enregistrement. Il a une Ferrari qui est capable de rouler à 300 à l'heure et il la fait rouler à 22 à l'heure entre des plots. On lui dit chante tout doucement comme si tu avais un bébé entre les bras et que tu veux pas le réveiller. Tout simplement parce que Goldman, il a pisté un truc. Et ben lui propose de déchanter. Peu convaincue lorsqu'elle entre en studio, Céline se plie tout de même aux exigences de Jean-Jacques Goldman. Ça n'est pas ton donné, moi je sais pas jouer. Et elle écoute ce qu'il lui conseille. Elle se sent dirigée d'une façon subtile, intelligente, sensible. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Parce que la technique, c'est bien beau, mais c'est pas juste monter des notes et faire des démonstrations. La technique vocale doit servir à un moment donné à transcender, à aller un peu plus loin à un moment de la chanson, mais jamais tout le temps, jamais voilà, surchanter tout le temps. Et raconter des histoires, essayer d'avoir du fond, c'est ce qu'il a réussi à faire. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Pour Céline et René, c'est une révélation. À ce moment-là, ils comprennent qu'ils ont trouvé le grand parolier, le grand musicien qui allait métamorphoser, transfigurer même la carrière de Céline. La complicité est telle que l'enregistrement de l'album ne prend que quelques semaines. Et c'est une véritable compilation de tubes, avec notamment l'incontournable « Je sais pas ». À sa sortie dans les bacs, l'album 2 dépasse toutes leurs espérances. 2 qui va imposer Céline sur le marché français pour toujours. C'est un carton monstrueux en France. À peu près toutes les familles françaises ont un album de 2. Enfin, c'est quand même très très rare. Ça doit être le carton à Noël. Tout le monde a reçu ça à un moment ou à un autre dans sa vie comme cadeau. La meilleure vente d'albums de tous les temps en France. Je comprends que Jean-Jacques ait eu envie d'écrire pour elle, parce que c'est quand même un Stradivarius, quoi. C'est un instrument de musique extraordinaire, Céline. L'alliance des deux, elle était sur le papier déjà, c'était impressionnant, et surtout le résultat est loin d'être décevant. Il est même encore aujourd'hui, Pour que tu m'aimes encore, fait partie des chansons qu'elle interprète même dans son répertoire américain, en français. Rarissime pour un album en français, même les États-Unis sont conquis. Céline est reçue en superstar sur les plateaux des plus grandes émissions américaines. Ma prochaine invitée est la chanteuse canadienne la plus récompensée de l'histoire du Québec.
Elle va nous chanter une chanson de son dernier album que l'on appelle ici l'album français. Applaudissez s'il vous plaît Céline Dion. L'album se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Un record toujours inégalé pour un album francophone. Grâce à Jean-Jacques Goldman, Céline devient une star planétaire. Cet album, qui raconte l'histoire du couple que Céline forme avec René Angelil, restera le plus important de toute sa carrière, comme le confiera René quelques années plus tard. Le disque 2, pour nous, ça a été encore plus marquant. Jean-Jacques a vraiment compris Céline. À seulement 26 ans, Céline est en plein conte de fées. Elle vient d'enregistrer l'album fondateur de sa jeune carrière. Et en privé, René vient de faire sa demande en mariage. Cette union, célébrée en grande pompe le 17 décembre 1994 dans la basilique Notre-Dame de Montréal. C'est l'aboutissement d'une histoire d'amour qui a débuté en secret 6 ans plus tôt. Un rêve de princesse qui se réalise. C'était quelque chose de fabuleux, ce mariage à Notre-Dame de Montréal. Ils ont eu un mariage absolument féerique, où Céline était habillée en véritable tsarine, avec une tiare en diamant sur la tête, avec de la zibeline, une traîne de 6 mètres de long. Enfin bon, c'était quelque chose de fabuleux. Reconnue en tant qu'artiste, follement amoureuse, la chanteuse est au comble du bonheur. Personne n'imagine alors que la jeune Québécoise est loin d'avoir terminé son extraordinaire ascension. Chaque projet qu'elle a dans les années 90, ça se transforme en or. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, ça va devenir un énorme succès. Et en fait, elle est devenue une star très très rapidement. Et pas une star comme ça qui passe, une star qui s'installe sur la longueur et une star qui en fait est en train de devenir une légende. Aux États-Unis, l'immense succès de l'album 2 est arrivé jusqu'aux oreilles d'un célèbre producteur. Et pas n'importe lequel. Cet homme, c'est David Foster. Il a travaillé pour les plus grands, Michael Jackson sur le tube Earth Song, ou encore Whitney Houston pour le titre I Will Always Love You. Pour lui, si Céline veut s'imposer outre-Atlantique, elle doit réussir un nouveau virage à 180 degrés, chanter en anglais et donner un maximum de voix pour rivaliser avec les plus grandes divas du show business. La création de l'identité américaine de Céline Dion, elle est passée par plusieurs étapes et par plusieurs personnes, notamment David Foster. David Foster, c'est The Hitman, vraiment, c'est celui qui fait les tubes des plus grandes stars. Et en fait, il a vraiment fait d'elle une chanteuse à voix et une chanteuse à performance. C'est-à-dire que Céline Dion, en fait, c'est un cheval de course. Quand on parle de chanson, Céline Dion, elle est imbattable. En 1995, Céline se rend à Los Angeles dans le mythique studio Record Plant. Avec sa nouvelle protégée, David Foster veut frapper fort. Il choisit l'une des chansons les plus dures à interpréter au monde. C'est un titre de 1975, écrit par Eric Carmen. Avec All By Myself, interprété par Céline, il veut faire sensation. La chanteuse va devoir créer l'exploit. Ce qui a beaucoup aidé Céline à s'installer sur le marché international et notamment américain, c'est le nombre de reprises de chansons très connues qu'elle a à son actif. All By Myself, c'était un tube avant que Céline Dion le chante. Et elle chante sans doute plus fort et mieux que beaucoup de chanteurs de musique classique. Elle a une tessiture qui est incroyable. Et il suffit pas de chanter fort pour chanter bien. Elle ne veut plus faire des prouesses vocales, donc elle dit non. Elle refuse. David Foster, qui est quand même pas la moitié d'un idiot, lui dit « Bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il se trouve que Whitney Houston est en train d'enregistrer au studio voisin. Je vais lui demander de prendre ce titre et de le chanter, et comme ça, vous n'aurez pas à le faire. » Comment ? Comment ? Mais attendez, pas du tout.
When I was young, I never needed anyone. Piquée au vif, Céline entre en studio. Making love was just fun. Those days are gone. All by myself. Et réussit du premier coup à atteindre la note ultime. Là, si vous vous rappelez, où elle fait le All by Myself et le Hey More, elle le chante pendant hyper longtemps. Avec cette voix qui tue, hein. Bon, et elle est une voix absolument incroyable, ça c'est clair. Et surtout, elle a réussi la performance de chanter comme une américaine. David Foster a vu juste. Ce titre mythique fait aujourd'hui partie du répertoire de Céline Dion, comme s'il lui avait toujours appartenu. En 1996, David Foster et Céline Dion vont frapper encore plus fort. La chanteuse a été choisie par le comité olympique pour interpréter l'hymne d'ouverture des Jeux d'Atlanta. C'est la première fois que les Américains, ils auraient pu choisir ou Jessie Norman ou une autre grande voix américaine. Ils avaient choisi elle, qui est une francophone. Elle a chanté là, c'est le monde, devant le monde entier. Dans le stade olympique d'Atlanta, la pression est énorme. Céline s'apprête à chanter devant 85 000 personnes et 3,5 milliards de téléspectateurs. Deep within each heart, there lies a magic star. La star interprète un nouveau titre, The Power of the Dream, composé une fois encore par David Foster. Au milieu des années 90, personne ne fait mieux que Céline Dion. Elle a trouvé en David Foster son Jean-Jacques Goldman américain. En 1996 et 1997, le duo sort Falling Into You et Let's Talk About Love. Les deux albums se vendent à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Il faut dire que sur l'un d'entre eux figure un titre qui va propulser Céline au panthéon de la musique mondiale. 22 mai 1997, Céline et René sont à New York. Dans le milieu du show business, il se dit qu'un certain James Cameron prépare un film sur le naufrage du Titanic. Le compositeur de musique James Horner veut que Céline chante le titre de la bande originale. Mais la chanteuse l'a fait savoir, elle n'est pas intéressée par une participation à une musique de film. L'autre gros tournant dans la carrière de Céline Dion aux États-Unis, c'est évidemment la chanson du film Titanic. Alors ça, c'est une histoire énorme, mais c'est une histoire qui a failli ne jamais voir le jour. James Horner arrive à l'hôtel de Céline et de René, et dans la suite qu'ils ont pris à ce moment-là pour être en grand confort, il se met au piano et il chevrotte sa chanson. Et Céline fait signe à René que jamais elle n'enregistrera cette chanson, qu'elle trouve absolument nulle, et elle lui fait signe qu'elle va lui trancher la gorge si il l'oblige à chanter la chanson. Donc chez Céline, c'est non. Et au final, c'est René qui a tellement insisté qu'elle a accepté de le faire, et puis elle a accepté de le faire, mais à contre-cœur. Elle est entrée en studio, elle a fait une seule prise. La chanson qu'on connaît, c'est la seule et unique fois elle l'a chantée quand elle est entrée en studio. C'était une maquette, elle a dit bon, je le fais comme ça pour montrer à René que ça marchera pas, que c'est pas génial. Puis au final, en entendant la chanson, ils se sont dit que c'était un tube et qu'il fallait pas passer à côté de ça. Et elle a eu raison parce que c'est devenu l'une des chansons les plus vendues au monde. Every night in my dreams, I see you, I feel you,
carton absolument incroyable du film. La BO devient une espèce de monument de chansons de films un petit peu sirupeuses, etc., etc. C'est un carton, elle ramasse l'Oscar pour cette chanson, enfin voilà. Céline Dion est au firmament de la gloire. Partie de rien, l'adolescente de Charlemagne a tout gagné. Mais alors, quelle est la recette de ce succès planétaire ? À la fin des années 90, Céline Dion est sans conteste la plus grande interprète du monde. Elle est irrésistible et parvient à s'imposer sur tous les continents. Cette réussite est le résultat d'une discipline et d'un travail acharné. Elle a une présence sur scène et c'est ça qui vraiment a fait sa notoriété. Elle n'avait pas encore 30 ans que déjà on l'a considérée comme une légende. C'est-à-dire qu'elle vit entre deux continents où elle est une superstar que les Américains pensent américaine et que les Français pensent française. C'est un roseau, mais c'est un roseau qui casse pas. C'est une sportive de haut niveau. Elle a un mental. Pour faire ce qu'elle fait, il faut un mental exceptionnel. Elle ne fait que travailler. Moi, j'ai souvenir d'une interview avec elle, on est à Cannes, au Midem, et en fait, elle a tellement de choses à faire qu'elle a une assistante avec un plat de pâtes qui lui court après pour lui dire « faut que tu manges ». Donc elle lui ouvre la bouche, elle lui donne la béquée, elle est très occupée ailleurs, quoi. Et c'est assez fou. Ce triomphe, c'est aussi celui d'un manager de génie. En coulisses, René est le chef d'orchestre de cette épopée fantastique. Depuis 1981, il a multiplié les coups de poker. Enfin stratège, René a tout planifié pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Céline Dion a toujours dit « René, c'est 99,9% de ce que je suis et de ce que je suis devenue ». Si elle n'avait pas eu René Angélil sur son chemin, elle serait chanteuse sur des petites scènes ici au Québec. Puis, encore une fois, vous avez beau être le meilleur entraîneur du monde, si vous n'êtes pas le meilleur joueur du monde, vous n'êtes pas champion du monde. Et elle est championne du monde parce qu'elle a le meilleur entraîneur pour elle. Et elle est la meilleure joueuse. Parce que, vraiment... Céline est devenue une icône. Professionnellement, elle a tout réussi. Mais en 1998, à 30 ans, la chanteuse commence à ressentir un manque. Elle, qui vient d'une famille nombreuse, veut absolument fonder une famille. Au sommet de la gloire, le couple prend une décision radicale. Le duo décide de faire un break. Il faut en profiter pour avoir des enfants, parce qu'ils ont quand même une sacrée différence d'âge. C'est-à-dire qu'on a trop repoussé, on a trop attendu, on a trop fait passer la carrière avant, on arrête. Elle n'a pas pris le temps de l'enfant. Donc, au seuil de l'an 2000, elle a annoncé au public, avec René, qu'elle allait faire un break pour essayer d'être enceinte, d'avoir un enfant. À la fin de l'année 1998, Céline veut à tout prix devenir mère. Mais une terrible nouvelle va lancer un combat contre la montre pour le couple. René est atteint d'un cancer de la gorge. Le cancer de René vient, disons, et prôner ce désir qu'elle a d'avoir des enfants, parce qu'elle veut des enfants. C'est le signal d'alerte. Il faut s'occuper de René, qui est malade, il a un cancer, et aussi il faut en profiter pour avoir des enfants. Au début de l'année 2000, René Angélil est affaibli. Son combat contre le cancer est éprouvant. De son côté, Céline connaît des difficultés pour tomber enceinte. Le duo va une nouvelle fois triompher. Quelques mois plus tard, René se remet de sa maladie
et le couple attend un heureux événement. Le 25 janvier 2001, Céline Dion met au monde un petit garçon. Et c'est René Charles, l'enfant Dieu, l'enfant roi, l'enfant inespéré, l'enfant qui transfigure sa vie, puisque maintenant tout va être assujetti au bonheur et à la présence de René Charles qu'elle emmène partout. Je lui dirai qu'il est de ce pays où son grand-père était bûcheron. Peu après la naissance de René Charles, Céline admet que rien ne sera plus jamais comme avant. Je suis devenue quelqu'un pour la première fois, j'ai existé pour la première fois. Je me dois de m'assurer absolument que mes enfants sont bien avant de pouvoir me mettre le rímel, faire mes cheveux et m'habiller pour pouvoir aller au travail. Devenue mère, Céline est tiraillée entre son métier de chanteuse et son souhait de voir grandir son fils. Mais sa vie d'avant, faite de tournées et de voyages incessants, est incompatible avec son nouveau rôle de mère. Céline Dion, tant qu'elle était, elle seule, entre guillemets, en tant qu'artiste, elle pouvait écouter René, sortir un album par an, faire X concerts. Du jour où elle devient mère, ça c'est fini. On va se poser, elle a tellement voulu devenir mère, elle a tellement voulu cet enfant qu'elle va en profiter. Durant plusieurs mois, la famille va profiter du cadre idyllique de leur propriété située en Floride. Sur l'île de Jupiter Island, la maison du couple est un lieu plus qu'idéal pour les premiers pas de René Charles. Un lieu dans lequel le journaliste Christophe Beaugrand a eu la chance de pénétrer. Une espèce d'immense maison surréaliste, c'est un parc d'attractions, c'est gigantesque. Il y avait un immense espace de jeu avec toutes les attractions pour les enfants, une immense piscine, une autre un peu plus loin, il y avait 3 ou 4 étages, c'était comme un château. Et elle vit dans sa maison parce que ce qui compte le plus pour elle, c'est sa famille. Elle veut être la vraie maman qui allaite son enfant, qui est vraiment toute proche. Même si son fils est tout pour elle, l'envie de remonter sur scène commence à se faire sentir. C'est pile le moment où René, une fois de plus, écoute sa femme peut-être, flaire le bon coup. Donc, une solution qui arrangerait beaucoup René aussi, c'est de choisir d'avoir un lieu où elle donnerait des concerts, qui seraient des concerts fabuleux. René entame des négociations avec le Caesars Palace de Las Vegas pour créer un show dédié à Céline. Il investit toute sa fortune dans la construction d'une salle de plus de 4000 places, baptisée le Colosseum. En quelques mois, il monte de toutes pièces un spectacle incroyable. Mais artistiquement, le choix Vegas va en surprendre plus d'un. René, déjà, c'est un joueur, il aime jouer. René, il aime le pari. Et Céline Dion, c'est son plus gros pari. Quand Céline Dion, elle annonce qu'elle va faire une résidence à Las Vegas, tout le monde se demande, mais elle est devenue complètement folle. Pourquoi elle fait ça? C'est vrai que c'est un peu un trou à chanteur, mais pas que quand même. Il y a Sinatra, il y a Elton John, il y a quand même des grandes stars qui sont à Vegas. Donc, c'est pas si con. C'est un compromis acceptable, c'est-à-dire que ça lui permet de ne plus bouger. Pour la création de ce show, ils font appel à Franco Dragone, l'homme à l'origine de l'immense succès du Cirque du Soleil. Le 25 mars 2003, Céline remonte sur scène après plus de 3 ans d'absence. Le
le spectacle va rapidement devenir une référence, bien loin de la retraite dorée pressentie par leurs détracteurs. C'était un show considérable. Elle était entourée d'une quarantaine de danseurs du Cirque du Soleil. C'est la première fois qu'on voyait des écrans LED sur scène. Le théâtre, le Colosseum avait été construit spécialement pour elle. Tout était calibré, et voilà, mais visuellement, c'était foisonnant. René a pensé à tout. Céline doit chanter 5 soirs par semaine. Pour tenir ce rythme hallucinant, il lui demande de s'astreindre à un régime d'athlète. Elle doit faire attention à sa diététique. Il est possible qu'il y ait des aliments inflammatoires qui lui soient interdits. Je ne pense pas qu'elle boit beaucoup d'alcool. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de fumeurs autour d'elle. Et puis, le soir, elle grignote des trucs protéinés et tout. Elle fait très attention. Donc, elle a vraiment une vie d'athlète, mais d'athlète en dehors des tempos habituels de la société. En quelques mois, le show s'impose comme une référence à travers le monde. Céline redonne même ses lettres de noblesse à une ville en perte de vitesse avant son arrivée. Las Vegas ne vivait que pour le jeu. Céline a redoré le blason de la ville. Au moment où Céline Dion arrive à Las Vegas en 2003, 65% des recettes de la ville, c'est le jeu, ce sont les casinos. Aujourd'hui, c'est seulement 30%. C'est dire qu'aujourd'hui, le public va à Las Vegas pour voir autre chose que simplement des casinos. Et finalement, Céline Dion redonne une nouvelle vie à la ville en l'imposant comme capitale de l'entertainment. Elle a réussi à faire en fait de cet endroit-là le nouvel endroit pour toutes les stars. C'est-à-dire qu'après la résidence de Céline Dion à Las Vegas, plein d'autres stars ont suivi. Elle a donné le go à des stars comme Shania Twain, à des stars comme Mariah Carey, à des stars comme Lady Gaga. Et ça a drainé évidemment une fortune colossale pour elle, ça se compte en dizaines de millions de dollars. Les 2 shows à Las Vegas ont généré en 15 ans près de 875 millions de dollars. Et cette prouesse, on va sans doute mettre du temps à l'égaler. Céline en résidence à Las Vegas, un nouveau pari de René couronné de succès. À la fin de l'année 2009, Céline tombe de nouveau enceinte. Cette fois-ci, elle attend des jumeaux pour le plus grand bonheur du couple. Eddie et Nelson naissent le 23 octobre 2010. Mais à la fin de l'année 2013, cette idylle de 11 ans à Las Vegas va être perturbée par un terrible événement. René a fait une récidive de son cancer et là c'est une récidive qui est assez inquiétante. Nous sommes en décembre 2013. René a 70 ans. Le manager est rattrapé par le cancer de la gorge, vaincu il y a maintenant 12 ans. La maladie est à un stade avancé. La nouvelle est un choc, mais toute la famille se raccroche à l'espoir de le voir triompher à nouveau. He's a great source of inspiration. He's fighting really hard. It's not an easy journey. The last year has been pretty tough. He's working hard. L'état de René se dégrade de jour en jour. Il nécessite des soins quotidiens. Face à la maladie, la chanteuse ne sait pas si elle doit tout arrêter pour le soutenir ou poursuivre ses représentations dans le Colosseum de Las Vegas. Lui a toujours dit, a toujours voulu, quel que soit son état de santé, que Céline soit sur scène. C'est une espèce de dichotomie entre soigner celui qui est encore l'homme de sa vie, qui est extrêmement malade, et monter sur scène et faire un show incroyable parce que tout va bien et que les gens qui ont payé pour venir la voir ont payé pour avoir du rêve. Il voulait qu'elle chante. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bord. J'ai rarement vu quelqu'un aussi admiratif d'une artiste que sa femme.
et qui lui a déjà tout prouvé. Quand je suis allé à Vegas la dernière fois, René était encore là, il m'a mis à côté de lui. Il dit regarde. Il avait déjà fait je sais pas combien de Vegas et le tour du monde. Il avait vendu 300 millions d'albums. Il dit regarde. Hey, t'as vu comment il chante? Comme un enfant. C'est une période assez difficile, mais elle fait le show, et pour son public, et pour René, parce que c'est ce qu'il aime finalement. L'avoir sur scène, c'est son bonheur à lui. Céline va prendre une décision radicale. La chanteuse va poursuivre ses représentations comme le souhaite René, mais à peine sortie de scène, elle se rend auprès de son époux pour l'assister dans sa maladie. René va finalement entrer dans une sorte d'agonie qui est absolument affreuse, parce que Céline va la vivre, mais carrément comme si c'était elle. Et donc voilà, elle l'explique, elle dit voilà, il a eu un cancer de la gorge, il ne pouvait plus manger, donc elle dit, moi je nourris mon mari par sonde. Il ne peut plus manger parce qu'on lui a retiré la langue, il n'a plus de mâchoire, enfin il est vraiment complètement détruit, il est aveugle, il est quasiment sourd. 14 janvier 2016, Céline fait le show sur la scène du Colosseum. Elle n'imagine pas qu'en rentrant ce soir-là, elle va découvrir René inanimé. Son époux a rendu son dernier souffle. Elle a appris plus tard qu'il était décédé dans la nuit. C'est un peu « je voulais mourir sur scène », mais entre guillemets, par personne interposée. Donc il s'est éteint finalement dans l'ombre pendant qu'elle était dans la lumière. Mais de toute façon, il a rendu plein de derniers soupirs dans ses bras à elle, plein. 24 janvier 2016. La foule se masse devant la basilique Notre-Dame de Montréal, là où Céline et René se sont mariés 22 ans plus tôt. Tout le Québec est en deuil. Les proches du couple sont là pour les soutenir. Parmi eux, Véronique Dicker et Luc Plamondon. Les obsèques sont à l'image de Céline et René, somptueuses, spectaculaires et respectueuses. Le Québec au complet était en deuil de René Angélil. Pas juste parce que c'était le mari de Céline Dion, mais c'est parce qu'au Québec, on a un immense respect. C'était quelqu'un d'extrêmement respecté. C'était quelqu'un qui avait une immense générosité. C'est des obsèques nationales. Les obsèques nationales, c'est quand même très très rare pour le mari d'une chanteuse, fût-elle la personnalité la plus connue du pays. Céline et René, c'est la famille royale du Québec. Céline Dion, les Didi, même combat. C'est l'idole absolue du peuple du pays en question. Pour Céline, les obsèques de René Angélil marquent la fin d'une aventure de près de 40 ans. La chanteuse a tout construit avec son époux. Au-delà de la tristesse, Céline a perdu son principal repère. Il y a des gens qu'on aime pour toujours et qu'on ne remplace pas. Moi, je pense qu'elle n'aimera jamais quelqu'un comme elle aimait René. C'était plus qu'un duo. Je ne sais pas si elle est mystique et quel rapport elle a avec l'au-delà, mais je suis sûr qu'elle y pense tous les jours. Elle a passé 40 ans de sa vie quasiment avec l'homme qu'elle aimait. Voilà, elle a perdu la personne la plus importante de sa vie. Et je pense qu'elle a aussi perdu son repère. Et là, soudain, elle se retourne et il n'y a plus personne. Il était évidemment son amant, son mari, son manager, le père de ses enfants, son producteur, tout. Il était tout. Dans un instant, vous allez comprendre comment cet homme qui était tout pour Céline a forgé son incroyable destin, jour après jour, et jusqu'à son dernier souffle. Des premiers pas de cette petite fille timide, issue d'une famille modeste de 14 enfants. Elle est partie de rien du tout. Quand elle est née, il n'y avait plus de place dans la maison et que donc la mère, elle l'installait pour dormir dans un tiroir d'une commode.
Elle vient de là. Hein. À la superstar qui voyage en jet privé et fréquente les plus grands palaces. Dans les palaces, en France et à l'étranger, elle faisait son lit. Nous allons vous révéler les coulisses de l'histoire d'amour sulfureuse avec cet homme marié de 26 ans, son aîné. Et effectivement, ce soir-là, elle va passer la nuit avec son amoureux. Son Pygmalion. Lui, c'était un mentor très dur. Mais aussi l'artisan de son incroyable transformation. Il la conseille surtout du choix de ses chaussures au choix de sa chanson. Il est tout le temps là. Du premier succès d'amour et d'amitié. À la reprise légendaire de Ziggy. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. En passant par la surprenante victoire à l'Eurovision avec Ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Des premiers pas au Québec à l'extraordinaire réussite mondiale entre stratégie et coup de poker. Il va hypothéquer la maison où vivent ses enfants et sa femme. Vous allez découvrir tous les secrets de ce duo unique dans l'histoire de la musique.